Salut, bienvenue dans Oblique, j'espère que tu vas bien en tout cas. Peu importe ce que tu es en train de faire, si tu me regardes ou tu m'écoutes, c'est disponible en audio mais aussi en vidéo. Continue de le faire, ou alors tu t'installes confortablement, peu importe. Le seul truc que je vais te demander, c'est de partir du principe que tu vas nourrir ton esprit. Ok, c'est simple, et on va pouvoir démarrer. Je m'appelle Nathan, aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Comme tu as pu le voir par le titre, justement, on va parler des 7 moyens de quitter la pauvreté, des 7 moyens de remplir une bourse vide, des 7 moyens, voilà, 7 moyens qui vont te permettre de gagner de l'argent techniquement. Je vais pouvoir t'expliquer plein de choses. On va se baser sur des choses qui me sont arrivées, ma propre expérience, mais aussi sur des dires ou alors sur des faits qui existent aujourd'hui dans le monde de l'économie ou même psychologiquement. C'est aussi du dev perso, c'est plein de choses en réalité. Donc on va parler de plein de trucs. Je vais commencer forcément en définissant un petit peu ma source principale. Et après, petit à petit, je vais partir dans les points et je vais te donner des exemples, forcément, avec pourquoi pas des métaphores, des images, pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi. Si jamais tu me vois regarder sur le côté, c'est que j'ai des notes ici, d'accord, pour pas tout oublier et me dire, ok, s'il y a des chiffres, je dois pouvoir les donner, etc. Mais on va pouvoir démarrer sans plus tarder. Donc le sujet d'aujourd'hui, comme je t'expliquais, c'est les 7 moyens de remplir une bourse vide, les 7 moyens de techniquement gagner de l'argent, les 7 moyens de quitter, on va dire, la pauvreté. Et pour ça, je me suis basé sur un truc qui était assez intéressant, sur un livre que j'ai beaucoup lu, qui est L'homme le plus riche de Babylone, de Georges Clayson, voilà, je me souvenais plus de l'auteur, mais au moins je te l'ai retrouvé. Donc L'homme le plus riche de Babylone, un chapitre justement global sur comment aujourd'hui remplir une bourse vide. Avant de faire ça, on va définir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que Babylone ? Il y a beaucoup de gens qui le connaissent et ou connaissent pas. Babylone, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville antique mésopotamienne, d'accord ? Donc dans l'actuel Irak, à 100 km de Bagdad, je dirais l'actuel Bagdad aujourd'hui. Donc c'est une ville qui a existé. Aujourd'hui, c'est que des ruines qu'on y retrouve en tout cas. C'est une ville qui est un petit peu terminée, donc on n'a que des écrits et ou des dires et des contes pour nous expliquer un petit peu ce qu'était Babylone à l'époque. Babylone, ça vient quoi ? Ça vient du grec qui veut dire la porte des dieux, si je dis pas de bêtises. Bon, tu vois que c'est un petit peu... je pense que ça a été assez romancé quand même. Parce que certes, Babylone, c'est considéré, et ça a été considéré pendant longtemps, la ville la plus prospère et riche au monde. Et donc la porte des dieux, en réalité, c'est, voilà, tu rentres dans Babylone, tu as été béni des dieux, pour ça que tout le monde est riche, c'est prospère, etc. C'est un peu une image du paradis, tu sais, où tu n'as plus de problèmes, tu n'as plus de soucis, tu ne te soucies plus de rien, et en fait l'argent coule tellement à flot que tu peux t'amener au plaisir, à la famille, etc., etc. Donc c'est assez marrant que c'est comme ça, que ce soit nommé comme ça, mais voilà vis-à-vis du nous. Bref, pour partir directement dans le principe même de ces concepts-là, de comment remplir une bourse, il faut un peu l'introduire. Babylone n'a pas toujours été la ville la plus prospère au monde, ou la ville la plus riche, etc. Forcément, il y a eu des moments de déclin, mais la question à se poser, c'est se dire, comment est-ce qu'elle a pu devenir la cité la plus prospère ? Forcément, c'est pas tomber tout cuit dans le bec des gens, c'est que les gens ont appris et ont maîtrisé les moyens de devenir riche, ok ? Donc tout ça, si on prend l'histoire et on va dire un petit peu la mythologie derrière tout ça, après la guerre, le roi, le bien-aimé roi Sargon, qui était du coup, qui est revenu sur Babylone, il est revenu et il s'attendait à voir du coup une ville prospère, une cité extrêmement riche, etc. Mais quand il revint, justement, la cité était en plein déclin. C'est-à-dire que il y avait plus du tout d'argent et un peu comme notre société aujourd'hui, le gros de l'argent était possédé par un petit groupuscule de personnes qui lui possédaient l'entièreté des biens et du patrimoine de la ville. Alors qu'à l'inverse, la majeure partie des gens, eux, n'en avaient pas. Je te prends l'exemple tout simple, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, c'est partir du principe que 95% de la population a 5% des richesses, et de l'autre côté, tu as 5% de la population qui en a 95%. C'est exactement le même principe, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui est vu en économie énormément. Alors, c'est pas forcément 95 et 5, ça c'est ce que Robert Kiyosaki dit, moi j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais voilà, ça peut être du fact-checking en l'occurrence. Bref, la ville était en total déclin, du moins Babylone. Les marchands n'avaient pas de clients, les fermiers ne vendaient pas leurs produits, les gens n'avaient plus de travail, bref, on avait un chômage qui était élevé, plein de choses comme ça. Et donc, les riches, c'était ce tout petit groupuscule justement qui avait tout l'argent, et les autres n'avaient rien ou strictement rien.
Et c'est à ce moment-là que le roi commença à poser la question à un de ses conseillers, et il lui demanda, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que l'argent ait pu passer de la globalité de toutes ces personnes-là à maintenant un seul et unique groupuscule de personnes? Et la réponse, ça a été, ils savent pratiquer l'or, ils savent utiliser l'or, ils savent en générer, ils savent l'économiser, etc., etc. Sa deuxième question, ça a été, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tout le monde n'apprend pas à générer de l'or? Comme ça, tout le monde peut être riche, il n'y a pas de problème, tout le monde sait gérer son argent, etc. La réponse à cette question-là, c'est que personne n'était là pour leur apprendre. Comme aujourd'hui à l'école, truc technique, hein, on t'apprend pas à remplir des fiches d'impôts, on t'apprend pas à gérer ton argent, etc. Pour moi, l'éducation financière, c'est quelque chose qui devrait faire partie de l'éducation nationale, techniquement, du moins qu'on te l'apprenne à minima. C'est des choses qui sont assez importantes, mais je sais pas pourquoi ça ne l'est pas forcément. Et la troisième question, ça a été, qui aujourd'hui dans la cité connaît le mieux l'or? La réponse, ça a été Arcade. Arcade, c'est quelqu'un qui était considéré comme le plus riche de Babylone, l'homme le plus riche de Babylone, d'où le nom du livre en réalité. Et Arcade a été missionné par le roi Sargon, justement, pour pouvoir aller former des gens à s'éduquer financièrement. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais t'expliquer les 7 moyens que lui a pu donner, les 7 lois de l'or, les 7 moyens de remplir une bourse vide, les 7 moyens de quitter la pauvreté, peu importe, c'est exactement ce que je vais t'expliquer dès maintenant. Donc, l'objectif d'Arcade, c'était de faire en sorte que Babylone soit la cité la plus riche et prospère du monde et, plus étendu, de l'histoire. Le principe numéro 1 qu'il allait donner, alors comment est-ce que ça s'est mis? Le roi Sargon justement lui a mis une centaine de personnes face à lui, 100 étudiants, 100 personnes qui travaillaient déjà, des bouchers, des fermiers, peu importe, face à lui, et lui justement pendant 7 jours, il a formé les gens jour par jour avec un principe par jour. Le principe numéro 1, je vais te le donner tout de suite, le principe numéro 1, c'est de commencer à remplir sa bourse. Voilà, commencer à remplir sa bourse. Qu'est-ce que ça veut dire? Commencer à remplir sa bourse, c'est, voilà, partons du principe aujourd'hui, tu as des revenus, tu as un job, tu gagnes tant d'euros, peu importe, ça dépend où tu es sur le globe, tu gagnes de l'argent. Maintenant, cet argent, tu vas devoir être en capacité de remplir ta bourse. Non pas une fois, c'est-à-dire je reçois par exemple mon salaire et à la fin du mois, il n'y a plus rien, donc j'ai rempli ma bourse mais elle s'est vidée. Non, ce qui est important là, c'est de remplir sa bourse, non pas la vider. Donc faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose à l'intérieur de ta bourse, à l'intérieur de ton portefeuille, de ton compte bancaire, peu importe, pour que tu sois pas en rade d'argent, littéralement. L'objectif pour toi, c'est d'être en capacité de ne pas utiliser tout ce que tu gagnes. Donc ne pas dépenser tout ce que tu gagnes. Je vais te donner un exemple, et c'est même pas un exemple, c'est la loi sur laquelle on va se baser. L'objectif pour toi, c'est de ne dépenser qu'au maximum 9 dixièmes de ce que tu gagnes. 9 dixièmes de ce que tu gagnes, uniquement. Pas plus. Alors, moins tu peux, mais pas plus. Je te donne l'exemple de Arcade, du coup, qu'il a fait à un vendeur d'œufs, enfin, du moins un fermier, quelqu'un qui élevait de la volaille, et il vendait des œufs. Et il lui a posé la question, il lui a dit, ok, imaginons, chaque matin, tu vas vendre 10 œufs dans ton panier, si tu n'en vends que 9, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, le fermier, forcément, il lui dit, à un moment, mon panier va déborder. Si j'en laisse toujours un, mon panier va déborder et c'est bête, c'est pas ce que je veux. Sinon, je vais pas pouvoir tout vendre, etc., etc. Et Arcade lui dit, c'est exactement ça que tu veux, en réalité. C'est exactement ce principe-là. L'objectif, c'est créer de l'abondance. Comment est-ce qu'on crée de l'abondance? En laissant toujours. Et je vais te lire, justement, un passage du livre qui est assez intéressant là-dessus, que j'ai bien aimé. 2 petits passages qui parlent justement de ça. La première, c'est: ne vous moquez pas de mes propos parce que trop simple. La vérité est toujours simple. Je vous ai dit que je vous expliquerai comment j'avais acquis ma fortune. Ça paraît bête. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ou dans cet épisode, ou dans ce podcast, ça va te paraître bête. Mais justement, c'est les choses simples qui font que c'est plus intéressant. Il y a une étude qui a été faite. On considère que les choses compliquées, ou du moins quand quelqu'un parle compliqué, de façon compliquée, on le considère moins intelligent que quelqu'un qui s'efforce à simplifier les choses. Si aujourd'hui, tu cherches à améliorer tes revenus, ta santé, tes connaissances, tes compétences, tu dois simplifier les choses. Forcément, c'est plus compliqué par la suite, mais tu dois simplifier les choses déjà pour avoir des bases. Bref, le deuxième passage qui est important. Quand j'ai cessé de débourser plus que les 9 dixièmes de mes gains, je me suis débrouillé aussi bien. Je n'avais pas moins d'argent qu'auparavant. Aussi, avec le temps, les pièces me venaient plus facilement.
C'est sûrement une loi des dieux qui veut que pour celui qui garde et ne dépense pas une certaine partie de tout ce qu'il gagne, l'or lui arrive plus facilement. De même, l'or évite celui dont la bourse est vide. Assez intéressant à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est vrai que tu le verras de toute manière si tu commences à mettre tout ça en place, mais à partir du moment où tu ne dépenses pas tout ton argent et que tu en as en rab dans ton compte bancaire, eh ben en réalité, tu te rends compte que tu attires davantage, alors c'est pas mystique, c'est pas magique, mais tu attires davantage l'argent, tu attires davantage les façons de faire de l'argent. Je pense que c'est psychologique, c'est-à-dire que tu stresses moins par rapport à l'argent, donc tu es plus ouvert à certaines opportunités, etc. Surtout ça qui est important de comprendre. Mais tu vois un petit peu le passage, et je le trouve assez intéressant. On va pouvoir passer au principe numéro 2, qui est la deuxième loi, qui est contrôler les dépenses. Alors, contrôler les dépenses, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que peut-être que certains d'entre vous me diront oui mais attends je veux bien mais déjà juste avec ce que je gagne je n'arrive pas à rembourser mes dépenses obligatoires, loyer, etc. Ben, je vais te poser une question. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des gens qui gagnent 3 000, 4 000 euros par mois et qui finissent dans le rouge à la fin du mois ? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des gens qui gagnent 1 500 par mois et qui finissent dans le rouge à la fin du mois ? L'éducation financière, ça dépend pas juste d'un faible niveau de revenu. Ça dépend de chaque personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si certaines personnes gagnent 4 000 par mois et du coup en dépensent 4 000 par mois, il y a un sacré problème. Parce qu'il y en a qui arrivent à vivre avec 1 500 par mois. Donc en réalité, la grosse chose à comprendre par rapport à ça, c'est pas que tu ne gagnes pas assez ou que tu dépenses trop. En réalité, si tu dépenses trop, c'est que beaucoup trop de gens vont confondre dépenses obligatoires et désir. Je vais te donner un truc tout bête. Prendre un appart pour habiter dans le centre, bah parfois c'est pas forcément obligatoire. Aujourd'hui, il y a tellement de transports en commun, etc. que faire un sacrifice et se dire je me prends une petite demi-heure en plus pour être dans les transports, mais je paye 200 € de loyer en moins, par exemple, c'est tout bête ce que je te dis, bah peut-être que c'est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que certes, tu as peut-être un loyer qui est élevé, des dépenses qui sont élevées, mais par rapport à ton revenu, bah t'es peut-être pas dans l'endroit que tu devrais être en fait. Donc la première chose à faire, c'est par rapport à ces dépenses-là, comprendre qu'il faut en éliminer pas mal, d'accord ? C'est ce que j'avais noté, peu importe le revenu, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et donc le problème, c'est d'étudier ses habitudes de vie. Étudier ses habitudes de vie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, se budgétiser, faire un budget, c'est pas juste me dire j'ai un budget. Non, se budgétiser, c'est parce que tu as un objectif sous-jacent. Tu as un objectif qui est, par exemple, bâtir une fortune. C'est ça surtout le plus important quand tu construis un budget. Je te donne un exemple parce que beaucoup de personnes vont peut-être me dire ouais mais écoute Nathan, moi je suis libre, mon argent je peux le faire tout seul, j'ai pas besoin de me faire un budget, etc. Je comprends totalement. Un âne ne détermine jamais la charge qu'il a sur le dos, donc c'est à toi d'être libre. Je m'explique. C'est que aujourd'hui, oui en effet, ça va être compliqué de budgétiser, etc. Tu vas dire ouais mais j'ai ça, j'aimerais bien faire ça, ah puis je dois payer ça, etc. Ok, c'est à toi d'être libre. Le plus important et la chose sur laquelle il faut absolument que tu te bases, c'est le premier principe, c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui, tu dois être en capacité de ne dépenser que 9 dixièmes justement de ta bourse et ou de ton revenu. C'est surtout ça le gros principe. On va pouvoir passer au principe numéro 3 maintenant. Ce principe-là, assez simple, c'est de faire fructifier l'or. Je m'explique. Peut-être que, alors là forcément maintenant tu as commencé à générer de l'argent, donc tu as déjà ton argent initialement, tu mets de côté et en plus de ça tu as réduit certains de tes désirs qui n'étaient pas les dépenses obligatoires, ce qui fait que maintenant on va pas uniquement se dire c'est bon j'économise mon argent. Économiser son argent, c'est-à-dire juste avoir 1 dixième qui vient sur ton compte tous les mois, toutes les semaines, ça dépend comment est-ce que tu es payé. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ça va te plaire toi vis-à-vis de ton âme et ça va plaire à un avare, quelqu'un qui décide de garder son argent. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on cherche, c'est sortir de cycle de pauvreté, ou alors aller bâtir une fortune. Fortune ne veut pas dire des milliards et des milliards d'euros. Fortune, on va le voir un petit peu plus dans les principes d'après, mais c'est préparer les beaux jours, préparer les jours d'après. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être avare et juste garder son argent ? On doit être en capacité d'investir cet argent-là. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour investir cet argent-là, pour le faire fructifier ? C'est mettre ton argent au travail, c'est-à-dire l'améliorer. La richesse aujourd'hui, c'est pas la quantité d'argent que tu vas avoir dans ta bourse ou dans ton portefeuille, dans ton compte en banque, c'est le revenu que tu as. Le recurring revenue,
donc l'argent qui tombe tous les mois ou toutes les semaines, pour moi, c'est la chose la plus importante aujourd'hui quand tu cherches à faire fructifier ton argent. Donc ce que tu dois faire, c'est utiliser ton argent pour l'investir dans des choses qui te permettent d'avoir du recurring revenue. Une phrase que j'ai déjà entendue qui était assez intéressante, c'est utilise l'argent que tu gagnes tous les mois pour investir dans quelque chose qui te rapporte par exemple toutes les semaines, et enfin investir dans quelque chose qui te rapporte tous les jours. L'argent qui tombe tous les jours. On va juger la richesse de quelqu'un à son revenu, pas forcément à son patrimoine. Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir un patrimoine, en fait, tu peux l'hériter. Un revenu, tu ne peux pas hériter d'un revenu. Tu hérites d'un patrimoine la plupart du temps. Donc c'est pour ça que je vais considérer la richesse comme un revenu. Et ton objectif à toi, c'est d'utiliser ton argent pour le faire fructifier, pour te créer un revenu supplémentaire. Ça peut être dans un autre business, ça peut être un investissement financier, peu importe. Ça peut être investir dans plein de choses qui peuvent te permettre aujourd'hui d'augmenter ton revenu ou d'augmenter plusieurs autres revenus. C'est ça qui est important. On va le voir de toute manière dans le principe numéro 4. Principe numéro 4, assez simple, c'est de protéger ton trésor contre la perte. Alors, la sécurité, c'est quelque chose qui est important en argent. Imaginons que tu fasses des efforts pendant 3, 4, 5, 6 mois et tu perds les efforts de ces 5, 6 mois. C'est pas fameux en réalité. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la malchance est une cible brillante, donc tu dois suivre l'or avec fermeté. Surveiller l'or avec fermeté. La malchance, c'est une cible très brillante, c'est-à-dire que elle arrive très souvent. Et très souvent, tu peux te faire avoir par des choses et ne pas assurer cette sécurité du capital. Donc la sécurité du capital, c'est la chose, selon moi, qui est primordiale aujourd'hui si tu cherches à garnir ta bourse et ou à sortir, encore une fois, de ce cycle de pauvreté. Je vais te donner un exemple de mon expérience. Mon premier investissement, enfin un de mes premiers investissements que j'avais fait long terme, c'était, j'avais investi dans du cannabis médical, peu importe, avec l'entreprise qui s'appelait Juicy Fields. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais Juicy Fields, je m'étais dit c'est super, les rendements sont hors normes, je crois que c'est en 100 jours, je faisais un truc comme genre 15-20%, enfin je me suis dit c'est vraiment trop bien, l'investissement est cool, je vais faire ça plusieurs fois dans l'année, etc. Et il y a un moment où j'ai pas pu retirer mon argent, pour une raison simple, c'est que c'était un Ponzi. Voilà, une pyramide de Ponzi. Et donc j'ai investi là-dedans en me disant c'est super, etc. Et donc pour sécuriser ton capital, forcément il faut faire des recherches et ou investir dans les choses qui sont déjà connues, des choses sécuritaires. J'entends par là des ETF par exemple, de la private equity, ça peut être intéressant. Ça peut être investir plus ou moins dans de la crypto, ça dépend lesquels, ça dépend comment t'es informé, etc. Investir dans l'IMO par exemple, c'est de la pierre, c'est du patrimoine, c'est quelque chose qui va te rester. Donc voilà, être sûr de ne pas perdre ce capital. Bien évidemment, on ne peut jamais être sûr à 200%, même en immobilier, tu peux avoir un séisme ou peu importe, un problème dans ton IMO. Donc tu peux jamais être sûr à 100%, mais à minima, de te renseigner sur ce que tu fais. Et bon bah si on t'a roulé dans la farine, c'est pas ta faute techniquement, hein. Si on t'a arnaqué, c'est comme ça. Juicy Field, c'est un peu ce qui m'est arrivé, mais petit à petit après j'ai pu investir dans d'autres choses. Donc aujourd'hui tu vois, t'as des portefeuilles qui vont être d'actions, des ETF, de la crypto, plein de choses comme ça, qui peuvent te permettre, à partir du moment où tu as un regard dessus et que tu as la capacité de te dire si demain je veux retirer, je peux retirer, ok. Juicy Fields, le problème avec le cannabis médical, c'est que je pouvais pas retirer pendant les 100 jours, c'est impossible. Ton argent est bloqué. Techniquement, c'est normal, c'est un investissement. L'argent est bloqué. Donc, j'ai préféré, moi, aujourd'hui, investir dans les choses qui me permettent d'avoir mon argent qui est débloqué. C'est ça le plus important. Donc, voilà. Principe numéro 5, principe assez important, encore une fois, c'est de transformer ta propriété en un investissement rentable. Alors, comment est-ce que je vais t'expliquer ça ? On parlait tout à l'heure des 9 dixièmes. Ces 9 dixièmes que tu vas dépenser, si tu es en capacité de prendre dans ces 9 dixièmes-là pour investir dans quelque chose de rentable, donc qui te rapporte davantage, parfait. Le meilleur exemple pour ça, du moins que Arcade a pu donner aussi dans le livre et aux 100 étudiants qu'il avait face à lui à Babylone, il explique, tu vois, il se met comme ça, il s'assoit, et il va dire, vous devez posséder votre domicile. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais aujourd'hui, posséder son domicile, ou du moins ne pas payer de loyer, c'est la chose qui peut te permettre d'avoir des revenus. Un bon revenu. Quelqu'un qui bosse aujourd'hui et qui habite chez ses parents, par exemple, donc qui ne paye pas de loyer, il est dans une situation qui est extrêmement favorable, techniquement.
je parle financièrement parlant, est extrêmement favorable puisqu'il est en capacité de dépenser moins. Donc ces 9 dixièmes que lui dépense à chaque fois, eh bien ça va passer davantage dans de l'épargne, davantage dans un autre investissement, etc. etc. Donc la chose qui est conseillée justement par Arcade, c'est d'être en capacité de pouvoir acheter ta résidence principale, puisqu'à partir du moment où tu t'enlèves le loyer, bah ton revenu forcément augmente et tu peux faire de plus en plus de choses. Donc posséder sa maison, c'est une réduction du coût de la vie, et tu passes plus à 9 dixièmes que tu peux dépenser, mais peut-être à 7 dixièmes ou 8 dixièmes, peu importe, en fonction de combien tu gagnes. Donc voilà, ça c'est un conseil qui est hyper important, c'est un principe qui est assez court, mais qui, à partir du moment où tu es en capacité de le faire, est intéressant. Moi je te donne un exemple, il y a un moment, donc j'étais dans mes études, etc. à un moment, donc j'étais chez mes parents. Quand j'ai commencé à travailler en plus de mes études, j'ai eu un appartement. Ensuite il y a eu le problème Covid, etc. Et je me suis dit bon, mes revenus sont déjà pas sereins, je me lance dans de nouveaux business, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai quitté cet appartement-là et je suis retourné chez mes parents. Ça réduit le coût de ma vie et ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses avec mon argent. J'étais un peu plus libre, j'avais un meilleur pouvoir d'achat. Maintenant, ce qui est important, c'est de garder en tête les principes d'avant et de pas juste dire bon bah c'est cool, je vais pouvoir dépenser davantage, me faire plus plaisir, mais utiliser cet argent-là pour l'investir dans les choses qui vont te permettre de créer un recurring revenu, tout simplement. Le principe numéro 6, c'est un principe qui me tient pas mal à cœur quand même, c'est de préparer de l'argent pour tes beaux jours. Assurer un revenu pour l'avenir. C'est grosso modo investir pour préparer la suite, ce qui se passe après, notamment la retraite. Je t'explique assez simplement. Alors ça fait chier de se dire, voilà, entre 20 et 30 ans, on doit déjà réfléchir à la retraite, etc. Je suis d'accord, mais plus tu t'y prends tôt, mieux ce sera en réalité. Je vais t'expliquer avec des chiffres, j'avais vu des chiffres à un certain moment. Tu sais que dans les années 2000, il y a eu un baby boom, beaucoup de naissances, etc. Et ces personnes-là, donc dans les années 2000, aujourd'hui, entre 23, 24 ans et un peu moins. Donc ces personnes-là, à partir du moment où le jour où elles passeront à la retraite, ce sera un petit peu plus compliqué, parce que du coup, il y aura beaucoup de retraités. Hein, forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, plus tard, il y aura beaucoup plus de personnes âgées. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, pour payer la retraite de quelqu'un, il faut, si je dis pas de bêtises, 4 travailleurs. C'est-à-dire donc pour 4 personnes qui travaillent, ça nous permet de financer une retraite. En 2050, avec le baby boom donc qui deviendra un papy boom du coup, si on n'a pas de nouvelle natalité, etc., vraiment si on reste dans ce schéma-là, il n'y aura surtout plus que 2 travailleurs pour payer un retraité. À partir de ce moment-là, ça va devenir compliqué. 2 choix s'ouvrent à nous. Soit on taxe davantage les travailleurs, mais ça va gueuler. Et ça va être très compliqué, surtout qu'ils sont majoritaires comparés aux retraités. Soit on donne moins aux retraités. Déjà qu'on ne donne pas énormément aux retraités, ça risque d'être encore plus compliqué. Forcément, normalement, quand tu as la retraite, voilà, tu as payé ta RP, donc techniquement, tu n'as pas de problème au niveau du loyer, etc. Mais tu as un niveau de vie qui n'est pas élevé. Si toi, tu veux dire, c'est vrai que ça me fait suer de passer 40 ans de ma vie à bosser pendant 40 heures semaine pour avoir 40% de mon salaire à la fin, si ça te fait suer, c'est important de pouvoir préparer l'avenir. Comment tu fais pour préparer l'avenir? Tu fais des investissements long terme. Quand je dis des investissements long terme, c'est quelque chose qui est stable, mais qui se base sur un intérêt composé. D'accord? Stable et un intérêt composé. Je vais te donner un exemple tout bête. Je suis allé regarder tout à l'heure sur les intérêts composés. Imaginons si tu investis, alors voilà, partons du principe que tu investis 500 € initialement dans un investissement qui te rapporte 11%. 11%, c'est le S&P 500 par exemple. Le S&P 500 en moyenne, sur les 10 dernières années, il a fait à peu près 11%. 11%, c'est un bon bien immobilier, on va dire. Mais bon, on va se baser sur le S&P 500, peu importe. C'est un investissement comme un autre. Bref, 11% de taux d'intérêt annuel. Donc si tu investis initialement 500 € et que tes versements réguliers, c'est-à-dire que tu y mets 500 € en plus par mois. Alors certes, ça peut paraître beaucoup, mais à partir du moment où tu payes pas ton loyer, c'est 500 € littéralement. À partir du moment où tu crées un nouveau revenu ou que tu as amélioré tes revenus, 500 € c'est faisable. Et si tu fais ça par mois pendant 20 ans, à la fin, tu te retrouves avec un capital, donc dans tes 20 ans, un capital de 411 000 €. 411 000 €, c'est plus que suffisant aujourd'hui si tu souhaites avoir une retraite dite convenable.
411 000 euros, c'est quand même costaud. Tu peux te baser sur moins, donc investir moins, etc., etc. Peu importe, tu peux adapter. Tu as des simulateurs, de toute façon, sur Internet. Je vais te dire où est-ce que je suis allé en réalité. Je suis allé sur bourse101.fr. Il y a une calculatrice financière d'intérêt composé sur laquelle toi tu peux calculer et commencer à checker, voir combien tu mets, ce que tu fais, etc., etc. Ça te fait, donc voilà, en 20 ans avec ce que j'ai dit, ça te fait 291 000 euros d'intérêt. C'est-à-dire que tu as investi au total 120 000. Voilà, tu as investi 120 000 au total pendant 20 ans et ça t'a rapporté presque 300 000. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant aujourd'hui. Fais-le forcément avec tes moyens, mais regarde quand même l'intérêt composé, essaie de checker et focus-toi sur des choses qui peuvent te permettre de rapporter 11, 8, 10, 7, 6% par an, peu importe, mais commence à préparer l'avenir, c'est important. Je vais te donner un exemple tout bête avec ce principe d'intérêt composé. Il y a de ça 2 ans, le PDG de Coca-Cola avait gagné 15 millions de dollars sur l'année. Warren Buffett, lui qui est l'actionnaire majoritaire de Coca-Cola, il en a gagné 500 millions. Voilà. C'est-à-dire que juste en ayant investi là-dedans, il n'a pas créé la valeur. Attention, il n'a pas créé la valeur. Il a juste investi dans quelque chose qui lui permettait d'aller générer des revenus. Et encore une fois, c'est du recurring revenue. Ça revient tous les ans. C'est-à-dire que c'est de l'argent que tu peux réutiliser. Alors après, ça dépend. Hein. Par exemple, tu en as qui payent les intérêts tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Donc c'est à toi de voir comment est-ce que ça fonctionne et ce que tu préfères. Mais c'est le meilleur moyen aujourd'hui de te préparer du recurring revenue. Ça peut être aussi acheter du patrimoine. Techniquement, c'est pas quelque chose qui disparaît et ça reste assez sécurisé. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, si tu te retrouves avec du patrimoine et ou des revenus, c'est non négligeable quand même. Le principe numéro 7, et qui va être le dernier principe qu'on va pouvoir aborder, c'est d'augmenter ton habilité à acquérir des biens. Je m'explique. Il faut être en capacité de se fixer des objectifs petits dans un premier temps, donc petit à petit. C'est-à-dire que se fixer des objectifs trop gros, ça sert à rien, et notamment des objectifs qui ne sont pas définis. Donc les objectifs définis, c'est SMART, objectifs intelligents. Donc les objectifs SMART, qui sont des objectifs intelligents, c'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Voilà, c'est les objectifs SMART. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, juste te dire comme objectif, moi je fais tout ça pour devenir riche. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire devenir riche. Je te prends l'exemple. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an et qu'en dépense 90 000, bon, il est pas forcément riche. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an et qu'en dépense 20 000, chaque année, il va faire du coup 4 ou 5 ans, 4 à 5 ans de sa propre vie. Donc en fait, quand tu fais 100 000, tu fais 5 fois les 20 000 que tu dépenses par an. Donc en fait, tu gagnes 5 ans à chaque fois que tu vis un an, tu vois. C'est ce principe-là. La richesse, en réalité, c'est ça. C'est le revenu que tu vas te créer. C'est pas juste un objectif classique, etc. Donc faut vraiment pas que tu le vois comme un objectif, mais plutôt que tu arrives à te mettre des micros-objectifs. C'est comme ça, en réalité, que tu vas faire pas mal de différence. Augmenter son habilité aussi à acquérir des biens, c'est aussi augmenter ses compétences, ses connaissances. Je vais te lire un passage justement que Arcade justement dit et que j'ai pas mal apprécié, qui était assez intéressant. C'était: les affaires dans la vie d'un homme changent et s'améliorent toujours parce que les hommes intelligents cherchent à apprendre plus pour mieux servir ceux dont ils dépendent. Et en fait, ça t'apprend que faut apprendre à se bouger le cul et aller apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui te permettent du coup par la suite de générer des nouveaux revenus. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir suffisamment de compétences. Je te demande pas d'être un génie. Hein. L'objectif n'est pas d'être un génie et de dire il faut avoir suffisamment de compétences pour pouvoir créer tel business. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je considère que c'est difficile de créer un nouveau revenu hors métier classique, hein, de créer un nouveau revenu qui crée 5-10 000 euros par mois. Donc, imaginons que 2 000 euros par mois, voilà. C'est compliqué de créer un revenu qui permette de rapporter 2 000 euros par mois. Par contre, c'est pas compliqué de créer un business qui te rapporte 200, 300 euros par mois. Donc à partir du moment où tu arrives à créer une fois, même 2, voire 3, voire 4, voire 5, si tu arrives à créer 10 petits revenus de 200 euros, ce qui est atteignable et pas compliqué, tu fais du 2 000 euros par mois. Aujourd'hui, pour faire 2 000 euros par mois, pour moi, hein, il ne faut pas voir qu'une seule et unique source de revenus. Il faut voir plusieurs petites sources de revenus qui peuvent te permettre d'avoir de l'argent.
et si t'en as une qui tombe, bah tu peux en recréer un autre endroit, etc. Ça passe par les investissements, donc l'investissement avec intérêt composé, ça passe par les trucs qui peuvent te financer, ça passe par une compétence que t'as peut-être que tu peux utiliser pour la financer et te rapporter un petit peu plus par mois, etc., etc. Donc augmenter les revenus, c'est ça. Ou alors apprendre de nouvelles compétences et connaissances pour générer d'autres revenus. Moi je savais pas faire des sites internet par exemple à un moment. Je l'ai appris et dans la foulée, j'ai appris à faire des sites internet peut-être en, je sais pas, en moins d'un mois, tu vois. C'est pas compliqué aujourd'hui de faire internet. Et dans la foulée, j'ai eu un client, tu vois. Et le client m'a rapporté, je sais plus, je crois que c'était 370, un truc comme ça, ou 270, je me souviens plus. Ça m'a rapporté 270 euros. C'est pas compliqué. Pour un 10 jours de travail, il y a vraiment rien de compliqué là-dessus, tu vois. Donc t'es en capacité de le faire, donc fais-le. Bref, je vais te dire un truc quand même avant de pouvoir clôturer. Certes, c'était les 7 moyens d'arcade pour développer une bourse vide, pour remplir une bourse vide. Voilà, les 7 moyens de quitter la pauvreté, bah, comme tu veux, peu importe. C'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui nous disent exactement la même chose. C'est mine de rien assez systémique ce principe-là. On nous dit beaucoup, bah il faut économiser, pas tout dépenser, réinvestir, créer du patrimoine, etc. Je t'ai donné quelques exemples et quelques idées. J'espère que ça t'a aidé en tout cas. Maintenant, pour conclure ça, il y a 3 choses que je vais vouloir te donner parce que beaucoup de gens vont dire oui d'accord mais Nathan qu'est-ce qui peut me permettre de faire gagner de l'argent. Moi je vais te donner 3 conseils que je vais pouvoir te donner. Le premier c'est de ne pas suivre ta passion. Alors ça c'est Grant Cardone qui dit ça. Il dit ne suis pas ta passion, suis là où va l'argent et crée une passion par rapport à ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que si ton objectif en effet est d'être hyper aisé, d'avoir un revenu hors norme, d'être entre gros guillemets riche, et ben tu vas pas vouloir suivre ta passion. Imaginons que demain tu es passionné de vélo, bah va ouvrir une boutique de vélo. C'est pas comme ça que tu vas être vraiment riche, tu vois. C'est vraiment compliqué. Certes, ça suit ta passion, c'est super, mais c'est pas la chose qui va te permettre d'aller faire le plus forcément d'argent et d'augmenter au mieux ta bourse. Le deuxième, j'étais en train de lire parce que c'est une petite anecdote qui est assez intéressante. Donc le deuxième, c'est ne te lance pas dans une entreprise dont le démarrage est difficile et abordable. Et ça, c'est une histoire qui n'est pas la mienne, une histoire de Kurt Shaw, qui est un analyste dans le marché de l'art, je dis pas de bêtises, qui est un analyste là-dedans et qui est aussi un revendeur d'art. Et donc, c'est une anecdote qui parle de sa mère. Et il disait, ma mère possédait un magasin de crème glacée qui lui a coûté 50 000 $ pour commencer. Elle a acheté de l'équipement, des fournitures, etc. Et même si elle était propriétaire de l'immeuble, donc des murs hein, littéralement, elle a réussi à se faire payer en moyenne 50 000 $ par an pendant 14 ans. Elle a vendu l'entreprise pour l'équivalent de 50 000 $. Alors c'est ancien forcément, pour l'équivalent de 50 000 $. Grosso modo, c'est tout ce qu'elle valait. Et elle n'a pas eu plus. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'en fait, elle n'a pas généré de revenus, techniquement, tout simplement parce que bah, n'importe quelle personne qui a 50 000 $ aujourd'hui peut ouvrir une boîte de crème glacée. Et donc ce que tu veux comprendre, c'est ça. C'est que si tu te lances dans un endroit qui est abordable en termes de prix et en termes de connaissances et qui est facile, c'est pas l'endroit où tu vas le faire le plus de sous. C'est clair et net. Ce que tu veux, du moins ce dont tu as besoin si c'est ton objectif, c'est d'être dans une industrie qui est mal comprise ou pas comprise par la plupart des gens, et de ne pas être dans une industrie où on te dit c'est facile, t'inquiète, tu vas voir. C'est les pièges de l'argent facile, tu vois. C'est pas ça. L'objectif pour toi, c'est d'apprendre, de comprendre, de générer des compétences et des connaissances que peu de personnes ont, et donc de devenir, en fait, ce que tu veux, c'est de devenir un expert dans un certain domaine pour pouvoir être en capacité de générer plus de revenus que la normale. Et la troisième chose, pour créer une source de revenus importante, tu dois te passionner pour une seule et unique chose, c'est les chiffres. Et oui, pas les maths, je suis très mauvais en maths, mais les chiffres, c'est-à-dire que tu dois constamment te concentrer sur le revenu en lui-même. Pourquoi je dis ça? Trop de gens vont se concentrer sur ce qui se passe autour, sur comment, pour gagner de l'argent, quelles compétences je dois avoir, etc., etc. Non, là, ce sur quoi il faut que tu te bases, c'est les chiffres. Je l'ai écrit. Gagner de l'argent, c'est se concentrer sur les chiffres, comme dans les marges. Réduire les coûts et maximiser les profits, c'est ce qui devrait être une passion dans toutes les affaires que tu lances. Parce que sans ça, quelle que soit ton entreprise, dans laquelle tu travailles ou non, peu importe, tu vas finir par juste devenir, comment on peut dire, propriétaire de ton emploi. Et c'est pas ça l'objectif. Tu dois pas devenir un propriétaire de ton emploi. Tu dois être en capacité de dégager
plus d'argent que tu as mis initialement et plus par rapport aux efforts que tu y mets. C'est ça le plus important. Ok. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à me laisser des commentaires si tu veux parler d'un truc en particulier. Sinon, tu peux aller me voir sur mes réseaux, Instagram, tout ça. Peu importe. Je te laisse mettre un like, t'abonner, peu importe. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ah, ciao, c'était Nathan. J'espère que ça t'a plu. Salut.